Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme il y a probablement pas mal de nouveaux, je suis donc Greg, le mari de Sophie, et une de mes caractéristiques bizarres, c'est que je suis moine, ou bonze, comme vous voulez, dans une tradition bouddhiste japonaise qui s'appelle Jodo Shinshu, qui est la tradition bouddhiste japonaise qui a le plus d'adhérents dans son pays d'origine, et qui existe depuis le XIIIe siècle. Donc, voilà. Et j'ai été ordonné à Kyoto en 2022. Donc voilà, je suis mari de Sophie et moine en même temps. Et la raison qui autorise ce mariage étrange entre mon mariage à ma femme et mon statut de bonze, c'est que je suis justement issu d'une tradition qui autorise depuis le tout début, depuis son fondateur, autorise le mariage, autorise le fait de boire de l'alcool, etc., etc. En fait, elle reconnaît que les règles monastiques sont caduques, et donc les gens de cette école-là, depuis le XIIIe siècle, vivent comme des personnes normales, avec une famille, etc., etc. Ils n'ont pas besoin de s'exiler tout seuls dans des monastères avec le crâne rasé, ce qui explique aussi pourquoi j'ai des cheveux. Voilà, c'était la petite introduction. Je regarde, salut Natel aussi, salut Fulcrum67 pour le premier message, à vous deux, merci beaucoup. Je regarde. Alors, attendez, qu'est-ce que vous avez là Gulli Sadva qui est de retour. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, je vais. Salut Stan Stool. Il y a pas mal de monde aujourd'hui, pas mal de nouvelles personnes. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Donc, je disais, en fait, on va attaquer ce manga. Pourquoi j'ai choisi ce manga Buddha Café, alors qui en plus ici est en japonais, c'est la version japonaise que j'ai là. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce manga-là? Eh bien, en fait, parce que il a un intérêt particulier quand on s'intéresse au bouddhisme contemporain japonais, c'est qu'il va nous présenter la vision et les questions que se posent les Japonais relatifs au bouddhisme dans leur pays, tel qu'il est vécu dans la vie de tous les jours d'un Japonais. On va suivre ici 4 personnages que je vais vous montrer. On va suivre 3 moines, qui sont ces 3 gugus, qui tiennent ensemble un café bouddhiste, et on va suivre une jeune qui s'appelle Luli, à ne pas confondre avec Gulli dans le chat, c'est Luli, qui elle, en fait, représente vraiment la japonaise moyenne plutôt. Luli, c'est une personne qui n'y connaît strictement rien en bouddhisme, elle n'y connaît pas plus que ça en religion non plus, elle fait pas des masses la différence entre Shinto et bouddhisme, et si elle se retrouve à travailler dans ce café bouddhiste, c'est juste qu'elle est relativement maladroite, qu'elle a fait pas mal de conneries dans ses boulots d'avant, en termes de conneries, pas de façon volontaire, c'est juste qu'elle voilà, elle est très maladroite, donc elle a cassé des trucs, elle s'est fait virer à chaque fois. Et elle a trouvé ce boulot dans ce café bouddhiste, elle connaît rien, et eux, ils vont être un petit peu plus cool que la plupart de ses anciens employeurs, et ils vont accepter le fait que, bah ouais, elle est pas parfaite, mais voilà, ils vont la garder quand même, ils la trouvent sympa. Et donc, elle va en profiter pour poser plein de questions sur le bouddhisme, et elle va être du coup, Luli va être vraiment le miroir du lecteur, qui va en apprendre plus sur le bouddhisme au Japon, à travers du coup ce café, les 3 moines qui le tiennent, et bah, leurs différents clients. Et ce qui est intéressant en fait avec ces 3 moines, donc ces personnes qui tiennent le café ici, on en a 3, eh bien c'est qu'en fait ce sont des représentants de 3 écoles différentes du bouddhisme japonais. Parce que contrairement à ce que certaines personnes peuvent imaginer, quand on parle de bouddhisme au Japon, quand on parle de bouddhisme japonais, eh bien il n'y a pas que le zen, il y a plein d'écoles du bouddhisme dans le Japon qui ont des pratiques variées, qui se basent sur des textes qui sont différents, et qui ont du coup une histoire des fondateurs qui sont très différentes. Et justement, le manga va nous présenter des fois les différences, on va en voir des exemples aujourd'hui, les différences de pratique et de compréhension entre ces 3 personnages qui du coup représentent des écoles différentes. Donc pour vous montrer un petit peu qui ils sont, on a ici à gauche la personne qui tient le café, qui s'appelle donc Shakado Ryuko. Donc Ryuko, qu'on va appeler du coup Ryu-san ou Ryuko, qui est un prêtre zen Rinzai. Donc c'est une des 2 branches du zen japonais, donc vraiment une des branches des formes de bouddhisme que la plupart des occidentaux connaissent. Je ne vais pas rentrer des masses dans le détail. La plupart d'entre vous avez globalement une idée de ce qu'est le zen, donc méditation assise. La particularité du Rinzai, c'est qu'ils vont se focaliser plutôt sur ce qu'on appelle des koans. Les koans, ce sont des phrases un petit peu paradoxales. Par exemple, quel bruit fait un arbre qui tombe dans la forêt s'il n'y a personne pour l'entendre? Ou quel est le son d'une seule main qui claque? Donc le but étant d'essayer de casser la vision normale du monde via des propos qui sont volontairement paradoxaux. Donc lui, il va méditer là-dessus. Au milieu, on a ici Fudo Shunkai, qu'on va appeler en général Kai-san. Ah oui, lui c'est Ko-san, le premier c'est Ko-san, le deuxième c'est Kai-san, elle les appelle avec des surnoms. Kai-san, c'est un moine Shingon, c'est-à-dire c'est un moine de type ésotérique,
sa branche du bouddhisme ressemble beaucoup à ce qu'on va retrouver dans le bouddhisme tibétain, par exemple. Ils partent des mêmes textes initiaux et ils ont un peu changé avec le temps, ils ont évolué chacun de leur côté, mais ils ont quand même des certaines similarités. Donc c'est un bouddhisme très ésotérique avec des pratiques cachées, des exorcismes, des choses comme ça. Et Kai-san, donc au milieu, c'est le comptable. Et le dernier, c'est Amida Sairen, lui c'est la famille, il est de la même branche que moi, c'est un moine Jodo Shinshu. Et lui, c'est celui qui s'occupe tout simplement, c'est le chef. C'est celui qui, il est barista et chef. Donc il fait les cafés, il fait tout ce qui est du coup pâtisserie du café. Voilà. Donc on a 3 écoles du bouddhisme différentes qui vont vous permettre de voir eh bien qu'effectivement le bouddhisme au Japon, c'est relativement varié. On va retrouver un certain nombre de similitudes, mais vous allez voir, il y a pas mal de choses qui ne vont pas être les mêmes en fonction des différents personnages. Et donc là, le manga va un peu nous raconter tout ça, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc avant de me lancer là-dedans, je vais déjà regarder un petit peu ce que vous m'avez dit. Et bien sûr, si vous avez des questions sur le bouddhisme au fur et à mesure qu'on étudie le manga, n'hésitez pas. Ce qu'on va faire à chaque fois, c'est que je vais vous lire une planche du manga, et ensuite, eh bien, je vais vous la commenter. Hein. J'ai écrit un certain nombre de commentaires, et on va pouvoir en discuter. Mais voilà, n'hésitez pas aussi tout au long, si vous avez des questions sur le bouddhisme, au sens large, sur le bouddhisme japonais en particulier. Moi, toujours un petit disclaimer, j'ai été formé dans une branche japonaise. J'ai une connaissance qui est relativement OK du bouddhisme japonais. Pas parfaite, bien entendu. Je connais par exemple relativement bien ma propre branche. Je connais moins les autres branches, mais quand même. Par contre, tout ce qui est bouddhisme type, par exemple, tibétain, j'y connais pas grand-chose. Donc si vous me posez des questions sur le bouddhisme tibétain, je vais pas trop pouvoir vous répondre parce que c'est pas ce que j'ai étudié, en fait. Alors, bonne question. Je vois, on va pouvoir attaquer. Je vois une petite question. Alors, je regarde juste d'abord. Je reprends juste les éléments du chat et ensuite je reviens sur la question qui est arrivée. Alors, peut-être que dans une autre réalité, on écoute Greg assis autour de lui dans sa terre pure. Alors, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui vous écoute parler dans votre terre pure. Un arbre de joie de toutes les couleurs et d'une multitude de monts Mérou. Ouais, il me faut des montagnes, moi, sinon je déprime, clairement, clairement. Alors, il y a Kim Yam qui demande, est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre le bouddhisme japonais et d'autres pays, par exemple la Thaïlande? Oui, 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 il y a beaucoup de différences. Déjà parce que, pour résumer rapidement, la Thaïlande est un pays qui est traditionnellement Theravada, alors que le Japon est un pays qui est traditionnellement Mahayana. Qu'est-ce que je veux dire par là? Theravada et Mahayana, ce sont 2 grands courants du bouddhisme. Je parle même pas là d'école spécifique, je parle vraiment de courants. Vraiment, c'est comme si à un moment, il y a le bouddhisme qui était comme ça, et ça s'est séparé en 2 grandes lignes. Ces 2 grandes lignes, ce sont le Theravada et le Mahayana. Le Theravada, c'est ce qu'on va appeler le véhicule des anciens, ce qu'on va retrouver en Thaïlande. C'est une forme de bouddhisme qui va mettre vraiment l'accent sur la libération personnelle. Donc le moine va œuvrer pour sa propre libération, et les laïcs, les personnes qui sont autour, hein, ne sont là vraiment que pour aider le moine à atteindre son but, et ils vont suivre des enseignements du moine. Dans les pays Mahayana, donc ce qu'on appelle le grand véhicule, comme un bus, il faut imaginer ça comme un bus, tel que le Japon, hein, qui est un pays Mahayana, la Chine, la Corée, le Vietnam, etc., sont tous des pays Mahayana. Dans le Mahayana, il y a cet idéal du bodhisattva où les êtres vont pratiquer pour le bien de tous les autres. On ne va pas pratiquer que pour soi, on va pratiquer en vue d'aider tous les autres êtres à atteindre l'éveil. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le grand véhicule. Et donc on a déjà ici une grosse différence de philosophie, et le canon de texte ne va pas être le même. Le Theravada va avoir son propre canon, qui remonte a priori plus loin vers le Bouddha historique, la personne qui a existé en Inde il y a 2500 ans, et on va en parler justement du Bouddha historique un peu après. Le Mahayana a son propre set de sutras, ils reconnaissent les sutras du Theravada, mais ils disent nos sutras sont mieux. Vos sutras sont un peu old school, un peu vieillot, ringardos. Nous, on a des meilleurs sutras qui parlent des bodhisattvas, qui parlent de plein de Bouddhas différents. Et le Theravada, de son côté, va dire vos sutras, c'est du fake, c'est du deep fake de sutras, là. Donc il y a un petit fight entre les deux. Et donc ça va amener à des conceptions du bouddhisme, à des philosophies qui sont déjà très différentes. Les personnes vénérées vont pas être les mêmes. Par exemple, le Theravada va vénérer le Bouddha historique. Le Mahayana va vénérer le Bouddha historique plus plein de Bouddhas. Ils vont considérer qu'il y a plein de Bouddhas à travers tout le multivers. Alors que le Theravada va dire, bah non, le Theravada ne va pas s'intéresser à ça. Donc il y a pas mal de différences philosophiques, effectivement, ouais. C'est exactement comme dit Éponine, hein, c'est vraiment les deux opposés en termes du spectre bouddhiste. C'est très 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 différent dans l'approche. Et on va du coup même le retrouver, hein, tu vois, en Thaïlande, tu vas voir beaucoup les moines qui vont être vraiment des moines, ils vont continuer à mendier leur nourriture, ils vont être vraiment tenus en grand respect par la population. Dans un pays comme le Japon, qui est en plus un pays avec une forme de Mahayana assez extrême, voilà, les moines vivent comme des gens normaux. Typiquement, moi, je suis ordonné moine
je suis marié, j'ai des cheveux, je bois de l'alcool de temps en temps, je suis pas un soulard, hein, c'est pas ça, mais bon, voilà, un petit whisky avec le pas de temps en temps, voilà, tranquillou, quoi. Ou une petite bière avec les copains. Il n'y a pas de problème dans ma branche. Si, si un moine thaïlandais ou un Thaïlandais me voit faire ça, il va me prendre pour un énorme poseur. Il va se dire, ce mec-là n'est pas moine, c'est pas possible, quoi. Ils peuvent pas avoir cette conception du moine telle qu'on l'aurait dans le Japon. Voilà. Gulli qui dit d'ailleurs, tu serais devenu moine si le Jodo Shinshu n'était pas aussi permissif. C'est une bonne question, mais c'est un des éléments du Jodo Shinshu qui m'a justement attiré. Cette idée de pouvoir aller, comme je suis assez jusqu'au boutiste comme personne, cette idée d'avoir une branche qui traditionnellement a un clergé qui est marié, qui vit une vie normale au milieu des gens, je trouvais ça vraiment pas mal. C'est une des choses qui m'a attiré, cette idée que Shinran dit en fait que la compassion du Bouddha fait pas de différence entre les moines, les laïcs, entre voilà les hommes, les femmes, si on est ignorant ou si on est sage. Et j'avais trouvé cette idée vraiment assez sympa, les vieux et les jeunes. Et j'avais trouvé ça comme sympa comme idée, et c'est ce qui m'a fait m'y réintéresser derrière. Et après, j'avais beaucoup plus accroché au côté philosophique, mais je trouvais l'idée bonne et elle va bien dans ma démarche de me dire, ben, en fait, oui, on a besoin de s'isoler du monde pour pouvoir pratiquer une voie religieuse. C'est un peu excluant d'une certaine façon, on s'exclut des certaines problématiques. Et c'est extrêmement, comme dit Fulcrum, c'est extrêmement tolérant. En fait, je suis dans une branche qui, du coup, dans laquelle il n'y a pas de différence, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu, mais il n'y a pas de différence, par exemple, entre les moines et les laïcs. En fait, on estime qu'on est tous à égal niveau par rapport au Bouddha, qu'on est juste des personnes normales. La seule différence, c'est que ben, les moines, ils ont été ordonnés, donc ils ont de facto étudié un peu plus les textes et ils ont appris à faire certaines cérémonies. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont au-dessus des gens, du tout. Il y a clairement des pratiquants laïcs qui sont bien meilleurs, bien plus avancés que les moines. Donc voilà, c'est pas parce que tu es moine dans ma branche que on va dire t'es un gourou, on doit écouter ce que tu fais, t'es une réincarnation du Bouddha ou je sais pas quoi. On va juste dire non, non, on est juste des gens normaux, mais c'est juste que bah oui, on a étudié un peu plus, donc on peut enseigner. Mais c'est tout en fait, c'est la seule différence. Et à aucun moment, par exemple, on va avoir besoin d'un moine pour valider une quelconque réalisation de qui que ce soit. Dans ma branche, ça se fait pas comme ça. C'est extrêmement tolérant, en effet. Et aussi tolérant vis-à-vis des règles, où on va considérer que les règles sont caduques. Vous allez voir, on va peut-être un peu discuter de tout ça, on va avoir l'occasion de voir. Gulli qui dit, moi je pense que le bouddhisme peut être trop tolérant, notamment vis-à-vis de certaines espèces d'arachnides. Pour ceux qui suivent pas le truc, c'est qu'en fait on a blagué avec Gulli sur mon serveur Discord, enfin, le serveur Discord de la chaîne, où effectivement, moi je dis souvent comme exemple, l'esprit du Bodhisattva, le Bodhisattva il va avoir de la compassion pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien vous que votre pire ennemi, que l'araignée qui est au plafond. Et Gulli aime pas trop quand j'utilise cette comparaison avec l'araignée au plafond, parce qu'elle a des araignées énormes qui se baladent chez elle sur ses textes. Et voilà, du coup, effectivement, le Theravada ici, comme dit Eponine, hein, serait beaucoup plus exigeant. Donc je vais vous proposer justement d'attaquer un peu ça, et vous allez voir, on va vraiment retourner aux bases de la base. On va parler de qui était le Bouddha historique, avec un petit gag. Donc je vais vous lire ça, et n'hésitez pas bien sûr à continuer à poser des questions au fur et à mesure. Omission, le titre du chapitre. Alors c'est facile au début du manga, c'est des chapitres d'une page, donc comme ça, c'est pas bien compliqué. Elle explique, donc la jeune Luli, à ne pas confondre avec Gulli du chat, Luli, elle a ici un petit bouquin sur les enseignements du Bouddha. Elle dit, comme je suis staff au Bouddha Café, je vais étudier le bouddhisme. Donc elle commence à lire un livre sur le bouddhisme. Voilà ce qu'elle lit. Bouddha était un prince d'un ancien royaume. Donc effectivement, son nom c'était Siddhartha Gautama. Il appartenait au clan des Shakyas, c'est pour ça qu'on l'appelle des fois aussi Shakyamuni, le sage des Shakyas. Il appartenait donc à ce clan indien qui s'appelait les Shakyas. Donc elle dit, c'était le prince d'un ancien royaume, et donc la reine lui explique, il dit effectivement, à cette époque où il était prince, il avait pas mal de doutes. On va revenir dessus. Il dit, oh, la vie est trop pleine de souffrances, un truc de ce genre-là. Voilà. Et donc elle continue à lire, elle dit, il quitta donc son palais en quête d'un moyen d'éteindre la souffrance. Voilà, je dois éteindre la souffrance, je dois trouver l'éveil. Et alors il fut tué par un champignon et atteint le nirvana. Oh non, j'ai mal à mon estomac. Il fait, mais t'as complètement zappé la partie la plus importante. En fait, elle retient juste que c'était un prince, il s'est barré de son royaume, et il est mort tué par un champignon. Donc là, effectivement, ça ne marche pas. Elle ne marche pas du tout. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça et on va discuter de la vie du Bouddha. Pour répondre effectivement à Fulcrum, hein, c'est un personnage, le Bouddha historique, le Bouddha Shakyamuni, c'est effectivement un personnage historique. Là, il n'y a pas grand-chose en termes de discours historiques qui remettent en cause l'existence réelle de ce personnage qui s'appelle le Bouddha Shakyamuni, qui s'appelle donc du coup Siddhartha Gautama. Même si, il faut avouer que l'Inde n'est pas le meilleur pays pour ce qui est de garder des traces écrites de son passé, au vu de tout ce qui s'est transmis, etc., on n'a pas vraiment de doute sur son existence réelle.
Contrairement à la Chine, hein, par exemple, qui garde vraiment tout par écrit, on sait absolument tout ce qui s'est passé dans les détails. L'Inde n'était pas trop dans cette logique-là. Mais il n'empêche que voilà, le bouddhisme s'est étendu suffisamment vite un peu partout pour qu'on n'ait pas trop de doutes sur l'existence du Bouddha historique, donc le Bouddha Shakyamuni, Siddhartha Gautama. Là, par contre, où on a des choses qu'on peut discuter, c'est ce qui est devenu Siddhartha dans l'évolution du bouddhisme. En fait, plus le bouddhisme a avancé, et plus ce personnage historique a eu tendance à être d'une certaine façon déifié. Alors je ne veux pas dire qu'il a été transformé en Dieu parce que le bouddhisme ne reconnaît pas les dieux, mais plus le temps avance, plus on va lui porter des traits extraordinaires, des pouvoirs magiques extraordinaires, une durée de vie quasiment infinie. Voilà, on va transformer peu à peu ce personnage historique qui était globalement un philosophe et un ascète en un personnage plus grand que ce qu'il était. Donc ça, c'est globalement ce qui s'est passé dans l'histoire du bouddhisme. Et là, on va parler un petit peu justement du Bouddha en lui-même. Gulli, tu t'es pris un Nightbot? Ah oui, le petit Nightbot qui te raconte des trucs. Non, j'ai cru que c'était fait. C'est juste, c'est ça racontait, je sais plus, quelqu'un ce matin s'est fait Nightbotter, Nightbotter sans avoir rien fait, mais le classique, quoi. Donc je vais vous expliquer tout ça. En fait, ici, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de parler de la biographie de ce personnage historique. Alors, biographie pour lesquelles on a quand même pas mal de doutes, biographie qui a été fortement romancée, difficile de démêler le vrai du faux dans ce qui se trouve dans cette biographie. On sait globalement les éléments importants. Après, il y a probablement une part de enjolivage, d'agiographie si vous voulez, de modification pour rendre ça un petit peu plus sympa. Mais je vais vous donner les grandes lignes, que vous voyez un petit peu de quoi on parle. Le Bouddha Shakyamuni, donc Siddhartha Gautama, donc comme je disais, hein, avec la question de Fulcrum, c'est bel et bien un personnage historique. Ce que raconte sa légende, où là, du coup, les faits se mélangent un peu avec la légende. D'ailleurs, je crois que c'est Cyrus North qui avait fait une vidéo sur le Bouddha, il me semble bien, où il parlait un peu de tout ça. Donc, ce qu'on nous raconte, c'est que c'est un prince qui a été élevé à l'abri de toute souffrance, enfermé dans son palais. Ça, c'est fort probablement vrai qu'il était effectivement prince, donc du clan des Shakyas. Le fait qu'il était enfermé dans son palais en dehors de toute souffrance, ça a probablement été un petit peu exagéré. Ce qu'on va vraiment vous expliquer dans les textes, hein, c'est que avant qu'il naisse, son père, le roi, a demandé à un oracle des infos, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. L'oracle lui a dit « Monsieur le roi, Joe le roi, vous avez deux possibilités, il y a deux chemins qui s'offrent à vous. Votre fils, soit ça va devenir un souverain royal, genre vraiment genre the king of the king, ou alors ça va devenir un éveillé, un religieux, un ascète éveillé. » Et là, le père, il se dit « Ah bah ça m'arrange pas la deuxième solution là. Ça c'est chiant ça par contre parce que moi j'aimerais bien qu'il prenne mon relais et qu'il genre devienne un maxi roi que tout le monde respecte et qu'il agrandisse le royaume et que voilà quoi. Forcément le père est roi, il aimerait bien que son fils devienne roi, il a pas trop envie que son fils se barre pour aller fonder une religion. Donc le père, ce qu'il se dit c'est que OK, on va éviter de faire en sorte que mon fils se pose trop de questions sur les problématiques du monde. Alors pas top pour former un roi comme concept, hein, on va avouer, mais voilà, le roi il tente un coup comme ça, il se dit si mon fils voit pas trop de trucs merdiques, il va pas commencer à se poser des questions sur le sens de la vie, et donc il va pas devenir religieux. Donc il enferme son fils dans le palais. Grand palais, hein, super palais, je veux dire, il est bien le gamin, hein, il est très très bien. Et on va lui éviter toute forme de souffrance. Si par exemple quelqu'un meurt parmi les serviteurs, on va le remplacer. La technique du poisson rouge qui meurt avec le petit Billy, bah là c'est la même chose, on fait pareil. Si quelqu'un est malade, on va le cacher pour que le fils le voit pas. Il ne voit aucun pauvre, il ne voit aucun malade, il ne voit aucun vieux. Voilà, on s'arrange pour faire en sorte qu'il ne voit rien de particulier. Aucune vision de souffrance. Sauf qu'un jour, le gamin, il en a un peu marre d'être dans le Truman Show et il se dit, il y a un truc qui est bizarre quand même, c'est que je peux pas trop sortir du palais. Il y a une embrouille quand même. Je suis dans le Truman Show actuellement. Donc, il fait appel à voilà un cocher qui est là, qui connaît bien, et lui dit, vas-y, franchement, emmène-moi faire un tour, s'il te plaît, parce que là je sens qu'on m'entourloupe. Je sens qu'on m'arnaque. Donc, il sort. À 29 ans, 29 ans, c'est un peu tard, mais 29 ans, il va prendre conscience de la réalité de la mort, de la réalité de la souffrance quand il va sortir du palais. La légende raconte qu'il va avoir plusieurs rencontres. Il va rencontrer un vieillard. Et il va demander, hein, du coup, à son guide, il va dire, mais pourquoi il est tout blanc et tout grums, comme mon chat actuellement? Eh bien, le gars, il fait, bah, c'est un vieux, quoi. Enfin, il est un peu vieux, il perd un peu la tête, il est infirme, enfin, il est un peu plus pour bien longtemps, quoi. Il est vieux. Il fait, ah d'accord.
Et après, ils vont croiser un malade. Il fait, pourquoi il est couché comme ça? Il a quoi, lui? Bah, il est malade. Voilà, quoi. Il a chopé la grippe. Il est pas bien, quoi. Et après, il va voir une personne qui est juste littéralement morte. Et il va faire, et lui, là, il est genre malade. Il fait, ah non, non, lui, c'est terminé. Lui, il est terminado, il est mort. Hein. Terminé, terminé. Il fait, ah d'accord. Ah d'accord. Et donc là, il va commencer à se poser des questions. Il va avoir ces visions qui vont le choquer. Et derrière, il va avoir une quatrième rencontre qui est un chercheur de vérité, un mendiant. Alors, pour expliquer un petit peu pourquoi c'est important, il faut comprendre qu'en fait, dans l'Inde de cette époque-là, on a globalement une caste officielle de religieux qui sont les brahmanes. Les brahmanes, ce sont des religieux, donc c'est une caste, hein, donc ça se transmet de père en fils, de descendant en descendant. Donc on est dans la caste des brahmanes, une caste de religieux, et ce sont eux qui vont faire les rituels de l'hindouisme. En parallèle de ces religieux officiels, il y a en fait toute une quantité de petites écoles formées à droite à gauche et de mendiants qui se baladent dans le pays, qui forment des groupes et qui sont des chercheurs de vérité, vraiment des philosophes qui vont se détacher des choses mondaines, qui vont se détacher aussi de la religion un peu officielle, et ils vont partir vraiment en recherche de vérité, soit en cherchant d'autres maîtres, soit vraiment en petits groupes qui vont pratiquer par exemple des austérités. Et donc, le mendiant que va croiser le Bouddha, qui a l'air quelqu'un d'être très très bien, très heureux, très détaché des choses, eh bien, il fait partie de cette catégorie-là. Le père de Siddhartha, c'est Orelsan, tout va bien. Ouais, c'est vraiment ça, le père de Siddhartha, c'est pas un excellent move qu'il fait, surtout pour former un roi derrière, c'est pas, je sais pas si c'est top, hein, mais bon. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, il va rencontrer, donc il va prendre conscience de la souffrance, il va se dire, ok, il y a de la souffrance dans le monde, la souffrance, c'est pas cool, c'est bien à 29 ans de s'en rendre compte, hein, vaut mieux tard que jamais. C'est là, bien sûr, hein, où il y a le côté peut-être un peu plus romancé de l'histoire. C'est peut-être pas dit que ça se soit passé exactement comme ça. Ce qui est en tout cas clair dans la biographie de Siddhartha, c'est que c'est quelqu'un qui, à un moment, a pris une connaissance, a pris conscience plutôt, il a pris conscience de la réalité de la souffrance. Ça, c'est clair et net. Ça lui est arrivé, a priori, d'après les légendes, à 29 ans. Ça s'est peut-être pas passé dans le cadre extrêmement fermé du palais et je sors et je vois d'un coup la réalité de la souffrance. C'est peut-être quelque chose qui a mis un peu de temps pour se mûrir dans sa tête. Mais il n'empêche que, à 29 ans, il va quitter son palais, quitter sa femme, quitter son fils qui vient de naître, se couper les cheveux, il va vraiment se raser le crâne. Donc il avait une longue chevelure de prince, hein, donc il va raser tout ça, il va mettre des vêtements tout pourris et il va devenir un ascète. Et là, il va pratiquer les austérités pendant presque 6 ans, au point de presque en mourir. À cette époque-là, en fait, Siddhartha, d'ailleurs vous le voyez ici, hein, là j'ai mis une petite image de Siddhartha ascétique, hein, et donc il pratique notamment le jeûne à un stade vraiment extrêmement brutal, donc il est tout sec et tout. Donc il y a des représentations là de Siddhartha quand il est vraiment un peu au bout là. Et vraiment là, il va pratiquer avec cette logique de certains autres ascètes qu'il va rencontrer, qui est de dire il faut vaincre la souffrance par la souffrance. C'est-à-dire, il faut apprendre à maîtriser la souffrance à grands coups de tatane dans ta face. Donc, il va discipliner son corps, il va s'infliger des brûlures, tout ce que vous voulez, hein, il les fait toutes. Hein, voilà, en essayant de vaincre la douleur et la souffrance, à maîtriser la souffrance par la souffrance, en fait, apprendre à gérer ça. Sauf qu'il va pousser l'expérience, qu'il est un peu jusqu'au boutiste aussi, il va pousser l'expérience tellement loin qu'il se retrouve globalement dans cet état-là et qu'il est pas loin de claquer. Et à un moment, il a une révélation. Il se dit, attends, j'ai 35 ans, ça fait 6 ans que je me mortifie comme un débilos. Là, si je continue, je vais juste mourir. Ce qui n'était pas le but de départ. Donc, il met fin à ses austérités. Il va accepter un petit bol de riz au lait qui lui est proposé par une jeune fille. Et il va rompre son jeûne, s'installer sous un arbre, et il va méditer. Il va se dire, ok, là clairement, je suis parti sur une mauvaise pente, tu es sur une mauvaise pente, Siddhartha, faut que tu fasses quelque chose. Ça va, là, si tu continues comme ça, c'est la mort, hein, c'est terminé. Donc, il va méditer, il va rompre son jeûne et il va méditer. Et là, il va méditer pendant plusieurs jours et à un moment, il va avoir une révélation. Et il va comprendre qu'en fait, la voie qu'il avait choisie, sa voie d'ascète, était globalement aussi mauvaise que la première voie dans laquelle il a vécu, qui était la voie de l'opulence en tant que prince, et qu'en fait, la véritable voie bouddhiste se situe, la véritable voie en dehors de la souffrance se situe au milieu, la voie médiane, qui est du coup une voie qui est ni trop relâchée, ni trop dure, et il va avoir une révélation qui est les 4 nobles vérités que sont, il y a la souffrance, clairement, il l'a vu, il l'a ressenti, il a eu l'occasion de la tester pendant 6 ans à peu près par tous les bouts, il y a la souffrance, et il va surtout se rendre compte que globalement, tout est
tout en soi contient une part de souffrance. Même les choses qui nous paraissent joyeuses de base, alors c'est un peu pessimiste vu comme ça, mais même les choses qui nous paraissent joyeuses de base contiennent en elles le germe de la souffrance. Par exemple, le fait d'être trop heureux avec quelqu'un qu'on aime, eh bien, contient toujours la souffrance et le risque de perdre cette personne, par exemple. Donc, il va dire, OK, il y a la souffrance. 2, il y a une origine à cette souffrance. L'origine de cette souffrance, c'est notre attachement aux choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un robot qui est attaché à rien. Mais il faut avoir conscience, en fait, du fait que toutes les choses sont impermanentes, nous y compris, que toutes les choses sont reliées les unes aux autres, toutes les choses interagissent les unes avec les autres. Donc, typiquement, si on génère de la souffrance pour les autres, on va se prendre de la souffrance en feedback, on va se le prendre comme ça en retour dans la gueule. Donc ça, c'est l'origine de la souffrance, c'est notre attachement. Il va ensuite expliquer qu'il y a un chemin qui permet de se libérer de cette souffrance, et surtout qu'il y a une possibilité de se libérer de la souffrance, c'est le nirvana. Salut, merci beaucoup Billette pour ton follow. Donc il va globalement avoir ces 4 nobles vérités qui sont du coup la souffrance, l'origine de la souffrance, la possibilité de se libérer de la souffrance, le chemin qui mène à ça. Et donc il va enseigner ce chemin aux autres. Le Bouddha, bien sûr, quand il va retrouver ses copains d'ascétisme, qui pratiquaient avec lui depuis 6 ans à se tabasser la gueule, les copains, ils vont faire « Attends, mais Siddhartha, là, t'as pas pris du gras, là? Parce que la dernière fois que je t'ai vu, on voyait tous tes os, et genre là, un peu moins, quand même. T'aurais pas mangé, quand même. Tu serais pas... Hein, tu nous aurais pas trahi. » Et donc, en fait, sur le coup, ils vont faire la gueule. Et pourtant, ils vont quand même se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé en lui. Je sais pas si c'est sa lumière dans les yeux ou quelque chose. En tout cas, ils vont dire « Ok, il nous a peut-être grillé, il nous a peut-être trahi, mais il y a quelque chose en lui. » Et donc, ils vont l'écouter parler, il va leur donner son premier sermon, et ça va devenir ses premiers disciples. Donc, ses anciens compagnons d'ascètes, avec lesquels il s'amusait à tous se torturer, eh bien, ça va devenir ses premiers disciples, et donc ils vont continuer ensuite, et son groupe de disciples va augmenter avec le temps, et le Bouddha, du coup, va finir par mourir à 80 ans, effectivement, probablement à cause d'un champignon, lors d'un banquet qui avait été, banquet entre guillemets, lors d'un repas qui avait été servi à ses moines. Le Bouddha aurait dit à ses moines, les gars, ne mangez pas ça, il y a un truc chelou. Et lui, comme il voulait pas insulter la personne qui avait servi à tous les moines le repas, lui, il en a mangé. Et donc, a priori, il en serait mort à l'âge de 80 ans. Donc, vous voyez, de l'âge, en gros, de 35 ans jusqu'à l'âge de 80 ans, donc pendant 45 ans, il va enseigner le bouddhisme, sa communauté de moines va augmenter. Et ensuite, ces moines, à la mort du Bouddha, vont s'éparpiller un petit peu partout et vont commencer à fonder des communautés bouddhistes à travers le monde. Donc voilà en gros l'histoire, très très simplement résumée, du Bouddha Shakyamuni. Voilà, le Bouddha historique. Alors comme vous voyez, il y a probablement pas mal d'éléments romancés là-dedans, mais il y a très probablement un certain nombre d'éléments qui sont clairs. C'était un roi, c'était un prince qui a quitté son royaume parce qu'il se posait des questions d'ordre philosophique et religieuse, qui est devenu un ascète, qui a pratiqué les austérités, qui a ensuite eu une réalisation pendant ses propres méditations, et il a ensuite fondé un groupe autour de lui pour partager ses enseignements, groupe qui s'est ensuite étendu, et il serait mort à 80 ans, du coup, tué par un champignon. Donc comme on disait dans le manga ici, Luli, elle skip toute la partie qui est importante, elle dit, voilà, il est parti comme ça chercher l'éveil, et hop, il est mort. Non, entre-temps, il s'est quand même passé pas mal de choses. Il a notamment enseigné le bouddhisme pendant 45 ans. Voilà. Donc c'était ce premier chapitre de manga qu'on voit aujourd'hui. Je regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le chat, j'ai vu qu'il y avait des blagounettes qui passaient un peu dans tous les sens. Alors, Gulli et Siddhartha a appris à 37 ans que le Père Noël n'existait pas le jour où son tonton on a eu marre de se déguiser. Ouais, on est un peu sur ce niveau. On est un petit peu sur ce niveau-là. J'avais arrivé. Fulcrum. Je disais bien tout à l'heure, puis là, j'arrive plus. Fulcrum. Effectivement, ouais, quand je dis austérité, c'est vraiment ça. Ça va être, par exemple, se mettre tout nu en plein soleil. On est en Inde, donc c'est pas être en plein soleil, c'est pas ouf. Voilà, pour se laisser cramer la gueule, s'infliger des brûlures, des coupures, des jeûnes extrêmes. Enfin voilà, le but c'est d'essayer en fait à l'époque de se dire, je vais vaincre la souffrance en maîtrisant la souffrance, quoi. Voilà. Maîtriser la souffrance. Et en fait, il se rend compte que tu ne peux pas en fait maîtriser la souffrance comme ça. C'est pas ça la technique en fait. Tu ne fais en final, tu fais pire que mieux parce que tu t'infliges de la souffrance là où ça n'en a pas besoin en fait. Donc il va se dire, c'était pas une bonne idée, mais il a dû tester en fait cette voie jusqu'au bout pour se rendre compte des limites que ça avait. Voilà, voilà, ce que dit Éponine, manger une graine par jour, marcher sur des braises, s'auto-noyer, voilà, tout ce que tu veux. Il les a un peu toutes fait, c'est
Voilà. Donc c'est notre bon Siddhartha, mais ça vous permet d'avoir voilà, une idée déjà du personnage principal. Après, ce Bouddha là dont on parle aujourd'hui, c'est le Bouddha historique, hein, donc le fondateur du bouddhisme. Le Mahayana, donc les pays Mahayana comme le Japon, reconnaît qu'en fait il y a plein de Bouddhas à travers le multivers, tout autour de nous, qui ont chacun leur propre backstory. Voilà. Mais là, du coup, on ne peut plus réellement parler de Bouddha historique dans ce cas-là. On va parler de Bouddha, par exemple, plus de type cosmique, par exemple. Et oui, Eponine a un bon point ici. Il y a un débat sémantique dans le Theravada. On n'est pas certain de est-ce que c'était un ragoût de porc et ou de la nourriture pour les porcs, d'où les champignons. En fait, il y a un bug entre les deux, voilà, un délice de porc. Et en fait, du coup, on ne sait pas si c'était un délice à base de porc ou si c'était un délice pour les porcs. Auquel cas, le champignon, potentiellement mortel. Et sinon, bah, du porc peut-être avarié, on ne sait pas trop. En fait, le Bouddha, historiquement, hein, prônait au maximum le côté végétarien. Mais dans le Theravada, ils étaient aussi censés, les moines étaient aussi censés accepter ce que les gens leur donnaient. Normalement, on évitait de donner des repas carnés, de la viande et tout, à des moines. C'était perçu comme étant vraiment un peu insultant. Mais voilà, si une personne te donnait un bout de viande dans ton bol à moine, normalement, par respect pour la personne, tu étais censé le manger. Ça a évolué avec le temps, où effectivement, dans le Mahayana, traditionnellement, on a un côté vraiment strictement végétarien. Mais à l'époque du Bouddha historique, ce n'est pas le cas. Et donc bah là, effectivement, on ne sait pas si le Bouddha serait mort en mangeant du coup du porc, peut-être de mauvaise qualité ou avarié, ou s'il serait mort en mangeant un champignon, donc un délice pour les porcs. Un délice de porc ou un délice pour les porcs. Voilà, c'est une... On n'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà, le manga, ils ont pris ici le parti de dire que c'était un champignon. Peut-être aussi parce que, comme on est dans un pays Mahayana à nouveau, le côté végétarien du Bouddha est beaucoup plus important que dans le Theravada. Et du coup, ça paraissait peut-être bizarre pour les auteurs japonais de se dire que le Bouddha aurait mangé du porc. Donc pour eux, c'était un champignon. Voilà. Mais ouais, bizarre, bizarre. Le mystère reste complet. Donc c'était le premier chapitre que je voulais voir avec vous. On va voir un deuxième chapitre, et là ça va être intéressant, on va commencer à parler un petit peu de différence entre les différentes écoles du bouddhisme japonais. Comme je vous disais, on a trois personnages principaux, trois moines principaux dans ce manga, et qui sont d'écoles différentes. Donc je vois un petit coup, je vous lis ça. La jeune Luli pose une question intéressante. C'est un petit peu cliché d'ailleurs, un cliché du bouddhisme. Les moines qui méditent sous la cascade. Elle demande, est-ce que l'entraînement sous la cascade est si dur que ça? Et donc on a le moine, donc Ren-san, le moine Jodo Shinshu, comme moi, notre ami Ko-san, qui est du coup un moine Zen Rinzai, eux ils disent, ouais bah nous on fait pas ça. On médite pas sous la cascade, c'est pas notre délire quoi. Et à l'inverse, le moine Shingon, donc Kai-san, lui il dit, ouais, par contre, tu as intérêt à prier pour ta vie avant de le faire. Donc effectivement, l'entraînement sous la cascade, c'est une forme de pratique extrêmement sévère dans laquelle le pratiquant médite sous une cascade pour se purifier. Et donc il dit, je me demande si d'ailleurs on ne peut pas rajouter ça au menu des pratiques recommandées. Et puis Kosan qui dit, si jamais vous arrivez à dépasser le froid, on vous offre une tasse de thé bien chaude. Ah ouais, ça pourrait marcher, ça pourrait améliorer leur bénédiction. Puis il dit, non, moi je propose un entraînement sous la cascade de nouilles. Et idée rejetée. Et donc ils disent attention, si vous méditez sur la cascade, il peut y avoir des fois des morceaux de bois qui dérivent et qui peuvent vous tomber du haut de la cascade sur la tête. C'est extrêmement dangereux, il faut le faire avec le support d'un guide, une personne qui connaît un petit peu tout ça. Donc effectivement, ça montre déjà une différence. Vous voyez, les moines Shingon, du coup une école ésotérique, ils sont notamment connus pour ce type de pratique, la méditation sous la cascade. Les moines Shingon vont être réputés pour accomplir des rituels qui justement ont tendance à tendre plus vers le côté un peu ascétique des choses. Par exemple, ils vont faire des rituels de feu. Un rituel classique du Shingon, c'est le Goma, que vous pourrez peut-être des fois voir au Japon. Il y a des cérémonies de Goma, on peut tomber dessus si on a du bol. Où du coup l'officiant va avoir un grand feu devant lui et il va brûler des bouts de bois avec des prières dessus. Et en même temps, il va devoir faire des rituels, tous des mouvements de main chelous, penser à des bouddhas, hop, mettre des petits bouts de trucs à droite, à gauche, faire plein de mouvements et tout. Donc c'est des rituels qui sont très compliqués et qui ont souvent une composante un petit peu ascétique. Donc voilà, par exemple, méditation sous la cascade, pratique avec le feu, marcher sur des braises, ce genre de choses. Donc Kai-san, le comptable, lui clairement, il en a fait. Il dit, par contre, faites gaffe, c'est un peu chaud, quoi.
Et à l'inverse, les moines du Jodo Shinshu, dont je fais partie, et les moines du Zen ne pratiquent pas ce genre de choses. C'est très spécifique au bouddhisme ésotérique. Donc ce que je dis, pratique ascétisme qu'on retrouve dans les branches plutôt ésotériques, donc dans le Shingon, le Tendai ésotérique et dans le Shugendo. Et donc là justement, je voulais vous montrer, je vous ai mis ici un exemple d'une vidéo d'un moine français, je vais vous montrer ça, un moine français qui est un moine Shugendo. Alors Shugendo, pour vous expliquer très rapidement ce que c'est, ce sont des moines montagnards, on peut définir ça comme ça. Le Shugendo, en fait, c'est une forme de bouddhisme un peu particulière, où en fait c'est un mix entre du bouddhisme, du shintoïsme, du taoïsme, on va mélanger plein de trucs comme ça dans la moulinette, et on va pratiquer dans la montagne. Donc ce sont souvent ils sont souvent liés au Shingon, justement, ou au Tendai ésotérique, mais souvent au Shingon, et du coup ils vont pratiquer ces austérités, et notamment la méditation sous la cascade. Et donc là j'ai justement un extrait YouTube d'un moine français du Shugendo qui a été entraîné au Japon, qui va parler de la méditation sous la cascade, et vous allez voir avec ces termes, ça donne moyennement envie, mais bon, après, je comprends que ça puisse faire kiffer des gens. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, je vous le partage. Let's go. Partage. C'est parti. Alors j'ai juste un petit extrait. Non loin de Chambéry, dans un lieu tenu secret, Kuban se prépare à une épreuve que seuls les pratiquants confirmés peuvent expérimenter tout au long de l'année. L'ascèse de la cascade d'eau glacée, Takishugyo en japonais, est destinée à purifier le karma négatif. Ascèse très puissante, c'est aussi un tantra, le tantra de Fudomyo, le corps secret du Bouddha cosmique. Selon Kuban, c'est en partie grâce à cette ascèse qu'il a pu retrouver une vie normale après son coma. L'ascèse suit un rituel très précis qui comprend des visualisations déterminées de Bouddha et de divinités. Les pratiquants avancent à travers 9 étapes sous la chute d'eau afin de franchir les 3 niveaux de conscience, leur permettant ainsi de fusionner avec Fudomyo, le corps secret du Bouddha. Violent quand même. La cascade, c'est la colonne vertébrale du Bouddha. On fait vraiment une union entre soi-même et on devient le Bouddha. On se fonde. Donc en fait, la cascade, ça peut avoir la forme d'un dragon qui monte, comme Nemriki, enfin le puissant du serpent. C'est un dragon qui monte. Moi, je le ferai pas, perso. L'eau s'électrise avec la hauteur quand elle tombe et elle prend des ions négatifs. Donc on prend une douche d'ions négatifs, c'est excessivement bon. Moi je sais que la cascade, ça m'a refait mon cerveau après le traumatisme crânien. La cascade, c'est un feu humide en alchimie interne, en taoïste. Donc c'est très marrant de travailler l'eau où il y a un feu humide et après on va travailler le feu. On passe dans les flammes, ça c'est un feu sec. Donc la cascade, c'est un feu humide. Ça fait froid tout le temps. Quand on passe dans les flammes, on passe dans 3-4 secondes, mais on reste pas. La cascade, c'est une horreur parce qu'on est tout le temps dedans. On souffre dedans. Il faut arriver à transcender la souffrance. Phrase typique de mec ascétique, bien sûr. Mais vous voyez en tout cas à quel point la pratique de la cascade, c'est quand même relativement violent. C'est pas pour les rigolos. Lui, tu sens que voilà, il a fait ça un paquet de fois, il sait ce qu'il fait. Mais voilà, c'est donc très spécifique et je voulais vous le montrer parce que c'est vraiment un exemple typique d'une personne, d'un pratiquant
d'une branche ésotérique du bouddhisme. Hein. Le Shugendo reste une branche liée au bouddhisme ésotérique et voilà, qui pratique 7 à 7. Et il te dit lui-même, hein, la cascade c'est horrible et tout, genre c'est de la souffrance en boucle et tout. Je me dis, pourquoi vous faites ça? Et voilà, ça c'était un point que j'avais déjà souligné dans des anciens lives, hein, c'est que quand je dis qu'il existe plusieurs formes de bouddhisme, il existe aussi des formes de bouddhisme pour des types de personnalités différentes. Il y a des bouddhismes pour les gens qui aiment bien les trucs un peu à la dure. Hein. Typiquement, lui, c'est aussi un pratiquant d'arts martiaux à assez haut niveau. Je pense qu'il aime voilà, ce côté dépassement de soi, ce côté travail sur le corps et tout. Et donc, il y a des formes de bouddhisme qui parlent à ce type de personnes. À l'inverse, on a des gens un peu plus normis comme moi, qui aiment bien être avec mes livres, ma femme, mon chat, enfin plutôt ma femme, mes livres et mon chat, parce que c'est vrai quand même faire de l'ordre dans le bon ordre. Hein. Ma femme, mes livres et mon chat. Et qui n'est pas forcément envie de me mettre tout nu sous la cascade froide. Je préfère pratiquer une autre forme de bouddhisme, un peu plus simple. Sinon, surtout moi, comme je suis maladroit, je fais ça, je glisse dans un caillou, je tombe, je meurs. Point, terminé. Terminé dans la cascade. Finito le Greg. Voilà, un bon bain chaud, tu vois. Moi, je suis plutôt allé au spa, tu vois. Alors, je me dis, tiens, dimanche, je vais aller au spa. C'est bien le spa. Et je vais méditer dans le hammam. C'est ça, les moines thaïlandais en PLS, là. Voilà. Mais donc, ça veut dire qu'il y a effectivement des formes de bouddhisme pour différents types de pratiquants. Et donc, il en faut aussi pour les gens qui aiment bien quand c'est un petit peu à la dure. Voilà. Et juste pour finir avec cette histoire-là, ce moine hein, qui est en France a écrit un très beau livre avec beaucoup d'illustrations sur le Japon et le Shugendo, qui doit s'appeler Shugendo d'ailleurs le bouquin. Et il racontait dans le bouquin qu'à un moment, il a fait une ascèse où pendant je ne sais plus combien de temps, il reste dans une grotte. Et donc, il passe toute la journée à méditer, il dort dans la grotte, et il doit juste taper un mini-marathon pour aller prier à plein d'endroits la journée. Ensuite, il revient, il passe le temps dans sa grotte. Et en fait, la grotte était tellement humide et pourrie que ses fringues étaient littéralement en train de pourrir sous lui. C'était humide, pas possible et tout. Puis lui, il raconte ça en disant « Ouais, je sais, ok. Moi, au bout de 2 jours, je serais rentré chez moi en pleurant, mais très bien. Chacun son bouddhisme. » Donc voilà, c'est ça pour dire que et voilà, il y a plein de formes variées. Et moi, bien sûr, c'est un peu les deux extrêmes entre le Shugendo, qui est une branche vraiment montagnarde, ascétique un peu, et moi qui suis dans une branche qui est vraiment très soft, très douce de bouddhisme. On est un peu dans les opposés, quoi. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer, j'avais mis de côté cette histoire. C'est quoi cette histoire de cascade de nouilles dont parle Kai-san? En fait, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui ont peut-être déjà entendu parler, des Nagashi Somen. C'est une façon de manger des nouilles où, en fait, on va créer tout un parcours de bambou avec de l'eau qui coule comme une cascade. Et le but est d'attraper les nouilles qui tombent. Voilà, c'est un truc que les Japonais aiment beaucoup. Et je vous ai mis ici, une vidéo de Nagashi Somen. Alors attendez, je vais juste vous mettre ça. Tac. Je vais vous montrer. Hop là. Voilà. Back and miss it. Nagashi Somen. Attention d'être prêt. Et hop. Et attention, chope tes nouilles. Fail. Ah non, c'est bon. Voilà. Hop là, on chope son tas de nouilles, on est content. I have to keep an eye out for that tunnel. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. Mais les Japonais aiment bien. Voilà, les Japonais aiment bien faire ça. Quand j'étais dans mon école de langue au Japon à Kyoto en 2018, et moi j'avais malheureusement pas pu y assister. Je sais plus ce que j'avais à ce moment-là. Je me demande si j'avais pas un truc en rapport avec le bouddhisme à ce moment. Je sais plus. Mais ils avaient organisé parce que notre école était justement à flanc de montagne à Kyoto, sa partie nord-est, et ils avaient organisé justement un Nagashi Somen. Donc ils étaient allés couper carrément des bambous pour faire du coup cette descente de nouilles, et ensuite hop, et ils balancent l'eau et ils font glisser les nouilles. Donc voilà, c'est assez stylé. Et donc notre bon Kai-san, il propose de partir là-dessus. Ah, pardon, attendez, j'ai fait un mauvais move. Il propose du coup de partir là-dessus et de rajouter ça au menu. Et donc les autres lui disent nope, ce sera non, tu ne feras pas. Ton histoire de nouilles, ça ne va pas le faire. Voilà. Je trouve ça marrant parce que là, typiquement, les Japonais connaissent tous les Nagashi Somen. C'est un truc assez classique. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions avant qu'on attaque un petit peu la suite? Ah, elle dit, ça m'étonne qu'on n'ait pas déjà eu un mini-jeu qui reprend cette idée sur Mario Party. Ouais, c'est clair. Moins extrême que la cascade. Oui, voilà, c'est moins extrême. Et il faut savoir que dans le manga, Kai-san, c'est vraiment le gars qui cherche à faire la thune. Il est comptable et lui, il aime l'argent. Voilà. Et c'est
un petit peu caricatural par rapport justement au fait que c'est un moine Shingon, où on va dire dans le bouddhisme Shingon, il y a pas mal de trucs liés avec la thune, payés pour des exorcismes, des rituels, des trucs de protection, des trucs de chance. Voilà, c'est assez mercantile quand même, le bouddhisme Shingon. Donc voilà, lui, il en est un petit peu la caricature. Mais ouais, alors il faut un bon niveau en baguette, hein, ce que disait Pony, j'ai un niveau correct en baguette, je sais pas si ça suffira. Ouais, mieux que la pêche au canard qui est sur la côte. Oui, c'est ça, il faut il faut quand même un bon niveau pour les choper. Hein. Tu vois que le mec, il est limite, limite il se loupe. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de méditation. On va cette fois-ci parler de notre bon vieux Koro-san, donc le propriétaire, enfin c'est le gérant du café. Et Koro-san, c'est un moine Rinzai. Et donc, bien sûr, l'école Rinzai fait partie du bouddhisme zen. Et la forme de pratique mise en avant dans le zen, c'est ce qu'on va appeler zazen, la méditation assise. Il y a deux types de zazen dans le bouddhisme zen en fonction de l'école. Il y a le zen soto qui va mettre en avant plutôt juste le fait de porter son attention sur la bonne posture et ne pas chercher à focaliser son esprit sur quelque chose, laisser ensuite simplement ses pensées passer, Et on a le zen Rinzai, dont fait partie ici Koro-san, qui met en avant le fait de donc réfléchir à ces phrases un peu paradoxales dont je vous parlais tout à l'heure, les kohan. Et donc on nous explique que voilà, lui il médite. Notre Ren-san, le moine Jodo Shinshu, il dit oh, nous on fait pas ça, on médite pas nous. Ouais, traditionnellement on médite pas. Et le moine Shingon qui fait ouais, nous on médite. Alors ils font pas le même type de méditation, je vais vous en parler après. C'est pas exactement ce que fait Koro-san, mais les moines Shingon méditent. Alors que les moines Jodo Shin de ma branche, traditionnellement, ne méditent pas. On va à la place pratiquer la récitation du nom du Bouddha Amida, Namo Amida Butsu, et s'en remettre au Bouddha Amida. Mais on ne va pas pratiquer de méditation formelle comme le fait Koro-san. Et donc, Ruri, qui a la problématique de globalement tout le monde qui débute la méditation, sauf si vous êtes hyperlaxe, qui est le fait que rester assis en position du lotus, c'est compliqué. D'ailleurs, Dagdek vous dira éviter le lotus, c'est pas une bonne chose non plus. Pour la plupart des gens, c'est extrêmement douloureux. C'est-à-dire, c'est quand on met comme ça un pied sur le haut de la cuisse et le haut est pareil là. En fait, on croise ses jambes comme ça. Voilà. Et donc, il dit juste rester assis comme ça, c'est difficile. Et donc, lui, il dit focalise-toi sur calmer ton esprit et te libérer des pensées mondaines qui apparaissent. Et donc, voilà, là, il part en méditation. Et donc, bien sûr, les deux débilos, ils vont le faire chier en chantant. Il dit waouh, Kosan, même dans cet état, même une météorite ne lui ferait pas perdre sa concentration. Alors, par contre, si on lui met plein de petits chats, et ben là, il perd sa concentration. Vous voyez, il arrive plus à la maintenir. On dirait mon chat. Celui-là, l'espèce de patate, là, on dirait un de mes deux chats. Il y en a un qui aime bien se mettre à moitié dans mes manches aussi. Moi, j'ai un chat qui est toujours avec moi quand je médite. Le matin, il vient me chercher pour méditer. Alors, je dis traditionnellement, on médite pas dans le Jodo Shinshu, moi, je médite quand même. Enfin, je pratique une forme de méditation spécifique qui est orientée Jodo Shinshu. Mais mon chat, du coup, tous les matins, il vient ici pour me venir méditer avec lui parce qu'il sait que quand je suis posé à côté, des fois, je le gratte. Et du coup, il aime bien le matin, il fait ça. Donc moi, je suis un peu comme Kosan, ça me déconcentre, mais bon, j'ai pas le choix, mon chat, il me demande de se poser. Et voilà, il se déconcentre. Donc, parler un petit peu de les petits chats de Mara, c'est exactement ça. Lui, il est trop mignon dans sa manche, là. Parler un petit peu de méditation zen, donc je vous l'ai dit, du coup, différence entre Soto et Rinzai. Donc, Soto, on va se méditer face au mur, focus sur la posture, donc Shikantaza, le fait de juste s'asseoir, versus le Rinzai, où on est donc dos au mur, et on va se focus sur un koan. Alors apparemment là j'avais mis un exemple, attendez je vais juste le lancer, voir ce que c'est, je me souvenais plus avoir mis un exemple. Alors attendez, si ça se lance, ah voilà, effectivement. Donc vous voyez, là du coup ce sont des pratiquants du zen. Zazen est la posture de Soto. méditation dans laquelle le Bouddha historique a réalisé l'éveil. À l'instar de leur maître, ces pratiquants ont choisi l'immobilité comme moyen de vivre pleinement la réalité telle qu'elle est, ici et maintenant. À quoi sert de courir le monde? Ce que vous poursuivez avec tant de zèle et d'ardeur est déjà là. Vous voyez, il médite effectivement face au mur, c'est une différence juste de logique, enfin entre le Rinzai et le Soto, je sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est comme ça. La voie du zen n'est autre que la perception aiguë de l'évidence des choses. Pour peu que l'on s'y adonne, dans la pénombre et la tranquillité du dojo, Zazen nous fait réaliser que seul le silence peut nous emmener au cœur de ce que nous sommes vraiment. Voilà. Donc ça, c'est globalement, typiquement, la méditation qu'on va retrouver dans le zen Soto.
Et donc, dans les Rinzai, c'est un petit peu différent ce que pratique ici Koro-san. Et est-ce que la question qu'on se posait, bien sûr, c'était du coup, est-ce que les autres écoles du bouddhisme méditent? Jodo Shinshu, historiquement, pas de pratique de la méditation. On se focus sur donc la récitation du nom du Bouddha Amida, le Nembutsu. Dans le zen que j'ai pas mis ici, le zen, pas du pardon. Dans le bouddhisme Nichiren que j'ai pas mis ici, c'est un peu pareil. Il y a traditionnellement pas vraiment de méditation. On va réciter le nom du sutra du lotus. Dans le Shingon, on a plusieurs formes de méditation, notamment la méditation qu'on va appeler Ajikan. En fait, on va se servir de cette image que je vous ai mis ici comme support de visualisation. Donc, on va regarder ça et ensuite, on va essayer de le visualiser dans sa tête. Et il y a des méditations là-dessus. Alors, je ne suis pas un spécialiste du tout de la méditation Ajikan. Voilà. Mais c'est une forme de méditation ésotérique, en fait, qui est assez spécifique. Ils vont aussi réaliser des méditations sur des Bouddhas spécifiques. Essayer vraiment de visualiser un Bouddha ou un Bodhisattva. Ensuite, dans le Tendai, qui est donc une autre branche du bouddhisme, on va avoir d'autres types de méditation, ce qu'on appelle donc Samatha et Vipassana, donc le calme mental et ensuite la méditation plus analytique, où là, ça se base sur les indications d'un moine qui s'appelle Zi. Donc en fonction des écoles, à nouveau, on va avoir des différences. Certaines méditent, certaines ne méditent pas. Et toutes celles qui méditent ne méditent pas forcément de la même façon. Donc sous cette simple appellation de méditation, dans le bouddhisme, ne serait-ce qu'en prenant le japonais, mais si on prend encore toutes les autres formes de bouddhisme, c'est beaucoup plus large, ne serait-ce que dans ce terme de méditation, on a en fait plein de pratiques différentes. Voilà. Donc il y a une variété aussi de pratiques, ne serait-ce que sous ce simple terme ici de méditation. Alors, je regarde un petit peu ce que vous me dites ici. Les 84 000 chats de Mara, en effet. Le koan dans les Rinzai, c'est pas automatique, il faut aussi la méditation sans objet, mais c'est moins le focus que dans le Soto. Surtout que le Zen, le Soto, les koans sont hors de pression, c'est ça. Vraiment là, la grosse différence, c'est qu'en fait, dans le Soto, on va pas utiliser du tout les koans. Ouais, c'est clair, quelqu'un qui débarquerait dans la pièce sans contexte, on dit qu'est-ce qu'ils font tous au coin, les quarantenaires, ouais, c'est ça. Ils ont tous fait des bêtises. Ils sont tous là sans bouger. Le premier qui bouge, il se prend un coup sur l'épaule, là, clac. Il va pas bouger. Donc voilà. Là, on va aborder maintenant un autre élément intéressant et une autre grosse différence entre les différentes écoles, c'est justement tout ce qui a trait au côté chance, prédiction, porte-bonheur, etc. Dans le Shingon, notamment, c'est quelque chose qui est très présent. Donc là, on nous dit ici, donc c'est justement le titre, ça ne se fait pas dans le Jodo Shinshu. Donc on va parler justement de mon école. Mais déjà, on va mettre en avant notre petit Kai-san, le moine Shingon, le moine ésotérique qui médite sous la cascade. Donc dans sa branche, ça se fait beaucoup. Les prédictions, les amulettes porte-bonheur, etc. Et donc il dit, la petite Rui, elle dit, les prédictions de Kai-san sont souvent correctes. Et Ren-san, qui est un bon moine Jodo Shinshu, lui dit, je ne crois pas en ces trucs. Dans le Jodo Shinshu, il n'y a aucune sorte de divination. Donc si vous voyez dans un temple ce genre d'objet, je vais revenir sur ce que c'est après, des omamori, des omikuji, des ema, ce genre de choses, si vous voyez ce genre de choses, normalement vous n'êtes pas dans un temple Jodo Shinshu. C'est ce qu'il dit ici. Et donc lui, il continue sa prédiction avec des feuilles de thé, et là c'est une prédiction aux feuilles de thé, classique. Et la prédiction dit que Ren-san n'aura aucune chance avec les femmes de toute sa vie. Il fait non, allez, vas-y, j'y crois pas. Je suis la dernière personne à laquelle un truc comme ça pourrait arriver et tout. Et donc Kai-san lui dit, si tu veux, je te vends des bracelets en pierre de puissance qui rendent fortement populaires, tu sais. Il a à 2 doigts de craquer. Et elle dit, mais en fait, t'as l'air de beaucoup y croire, en fait. Donc il y a bien sûr ce qu'il dit, la théorie, et après il y a la pratique. Il est un peu plus superstitieux qu'il en a l'air. Donc justement, on va discuter un petit peu de cette différence. Pourquoi est-ce que par exemple dans le Jodo Shinshu on ne croit pas à la chance et pourquoi est-ce que ça se fait beaucoup dans le Shingon. Donc le bouddhisme, un petit peu, le bouddhisme et la chance. Déjà, on retrouve un certain nombre d'éléments qui vont être souvent vendus relatifs à la chance dans beaucoup de temples bouddhistes au Japon. On a les omamori, donc qui sont ce que j'ai mis ici, qui sont des amulettes de protection. Vous pouvez avoir des omamori pour faciliter une bonne naissance, des omamori pour avoir par exemple du succès en amour, pour vous assurer que vous n'aurez pas d'accident de voiture, etc. Donc un peu pour tout et n'importe quoi. Donc ça, ce sont les omamori. On a les omikuji. Omikuji, en général, c'est une grande boîte avec des bâtons. Vous allez tirer un bâton, vous allez secouer la boîte, vous allez tirer un bâton. Ce bâton va vous donner un numéro qui va vous allez ensuite aller dans un
un endroit où il y a plein de petits tiroirs et vous allez ouvrir le tiroir de votre numéro et prendre une feuille de prédiction dedans. Et ça va vous dire si vous allez avoir de la chance, beaucoup de chance, très très beaucoup de chance, neutre, pas beaucoup de chance, vraiment pas beaucoup de chance, vous êtes dans la mouise. Et donc, si les prédictions sont mauvaises, normalement, on peut les nouer à un arbre pour annuler le mauvais sort. Et on a ensuite un truc qu'on voit beaucoup, hein, si vous êtes allé au Japon ou si vous avez vu des vidéos relatives au Japon, c'est les EMA. Les EMA, ce sont des tablettes votives, des tablettes sur lesquelles on va inscrire des vœux qu'on va ensuite suspendre dans le temple. En plus de ça, on a tout un tas de rituels pour apporter de la chance, aussi des rituels de prédiction, des bénédictions, ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qu'on va beaucoup retrouver notamment dans le Shingon. Mais la plupart des temples japonais le font aussi parce que c'est une bonne source pour taper de l'argent. Voilà. Sauf que, je vous ai dit, le Jodo Shinshu, on ne fait pas ça. Pourquoi on ne fait pas ça? C'est simplement parce qu'en fait, depuis le départ, le fondateur du Jodo Shinshu, qui s'appelle Shinran, qui est un moine qui s'appelle Shinran, dans son livre principal, qui s'appelle le Kyogyo Shinsho, il a tout un chapitre dans lequel il dit que c'est de la merde. Voilà. Globalement, il a un demi-chapitre où il explique que, en fait, tout ce qui est chance, tout ce qui est divination, tous ces trucs-là, c'est pas bouddhiste en fait. Donc normalement, on devrait pas le faire. Et il dit abandonnez la divination, étudiez les vues correctes et croyez profondément en la causalité du mal et des mérites. Donc difficile, quand on a le fondateur de l'école qui a écrit noir sur blanc que pour lui c'était tout ce qui était en rapport avec la divination et la chance, les jours fastes et les trucs comme ça, c'était du bullshit, et bien forcément derrière, on ne peut pas arriver et commencer à vendre des amulettes porte-bonheur. Ce serait un petit peu hypocrite. Donc on ne retrouve pas ces trucs-là dans les temples de Jodo Shinshu. Donc effectivement, c'est très spécifique. Et donc, il n'y a donc pas de Ema, de Omamori, Omikuji, et même de Goshuin, alors ça c'est triste pour les touristes, de Goshuin dans les temples de Jodo Shinshu. Les Goshuin, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces calligraphies, c'est un tampon et une calligraphie qui sont faites normalement dans les temples. Et en réalité, ces Goshuin ont quand même un rapport avec la chance. Ils sont censés quand même apporter de la chance aux personnes qui les ont. Et bien sûr, elles se monnaient. Ça se paye, c'est en général, c'est pas cher, hein, c'est genre 300 yens, c'est 2-3 euros. Le moine vous fait une belle calligraphie, c'est assez cool. Et justement, j'ai eu un coup une discussion comme ça. J'étais dans un temple Jodo Shinshu à Tokyo, où je me baladais comme ça, tranquillou. Et je tombe sur une petite japonaise qui est en train de discuter avec un occidental. Et l'occidental lui demandait, mais vous n'avez pas des Goshuin? En fait, c'était un collectionneur de Goshuin comme beaucoup de touristes, et il aimait bien le temple, il trouvait le temple cool, et il fait, vous faites pas de Goshuin? Et en fait, la petite dame, elle était, non. Et en fait, lui parlait un anglais un petit peu broken, et elle, pareil. Et en fait, quand j'ai discuté avec le mec, en fait, je me suis rendu compte qu'il était français. Donc du coup, je suis let's go, on va parler un peu. Et donc j'ai pu lui expliquer ça, je lui ai dit, mais en fait, nous, dans le Jodo Shinshu, on ne croit pas à la chance, donc en fait, par extension, on n'a pas de Goshuin, en fait. Donc voilà, malheureusement, ça se fait pas dans nos temples. Donc si tu veux des Goshuin, malheureusement, il faut aller ailleurs. Un petit peu triste, mais c'est comme ça. Voilà. C'est le Jodo Shinshu, ou plutôt, comme le dit ici le manga, ça ne se fait pas dans le Jodo Shinshu. Mais il n'empêche que, bien entendu, il y a toujours une différence entre théorie et pratique personnelle, comme ici dans le cas de Ren-san, qui est prêt à craquer pour le bracelet qui lui permettra de ne pas finir célibataire. Eh bien sûr, c'est pas parce que la théorie vous dit ça qu'en pratique, vous devez forcément penser exactement la même chose. Toujours important, quand on parle de pratiques religieuses, de garder en tête que les religions sont très très variées, même en leur propre sein. Une branche du bouddhisme telle que le Jodo Shinshu, par exemple, une école du bouddhisme comme le Jodo Shinshu, est déjà à l'intérieur de cette école séparée en plusieurs branches différentes qui ne sont pas toutes d'accord exactement sur les mêmes choses. Bon, moi, je suis d'une branche spécifique, parce que j'ai choisi de l'être, une branche qui est caractérisée notamment par le côté, on va dire, très moderniste de son approche. Il y a des branches plus traditionnalistes. Et ensuite, même au sein juste personnel, en fait, au sein de ce qui se passe chez l'individu, chaque personne va derrière appliquer un peu à sa façon les enseignements qu'elle a reçus. Et ça, c'est valable dans toute forme de religion. Vous avez beau avoir un certain nombre de préceptes qui sont définis, des doctrines qui sont édifiées, en réalité, les gens, il y a toujours des variations et vous n'aurez pas deux personnes qui pratiquent ou qui conçoivent les choses exactement de la même façon. Donc, c'est pas parce qu'on dit que tout ce qui est relatif à la chance est interdit que, comme Ren-san, on ne peut pas craquer pour un petit bracelet porte-bonheur. Mais c'est juste que lui, en tant que moine, ce serait assez hypocrite de vendre ça dans son propre temple. Forcément. On lui dit genre, gars, non, ça se fait. On fait pas quoi. Le fondateur, il a dit que ça se faisait pas quoi. Voilà. Gulli qui dit tu sors pas ton capitalisme, dystopie.
Parce que j'ai fait un best-of là-dessus, une vidéo où je parle du Mac Mindfulness, la réappropriation de la méditation type pleine conscience par le capitalisme et notamment les sociétés type Amazon. Et j'avais fait un petit craquage là-dessus. Hein. Guy, ça l'a traumatisé, je crois. Moi, je me suis bien marré à le faire en vrai. Et donc, il y a Pauline qui dit Dagdeg, les zen croient en la chance et aux amulettes, mais pas les Jodo Shinshu. Je croyais que les zenistes qui sont rationnels et terre à terre. Ah bah, c'est vrai enfin nous au moins le truc c'est qu'on peut pas passer à travers, c'est littéralement marqué dans le bouquin principal du fondateur qu'on n'y croit pas, enfin qu'il y croit pas, donc derrière on peut essayer de faire tout ce qu'on veut. Ouais, et effectivement Dagdag qui dit les zénistes français, vous voyez ça au Japon, où effectivement au Japon ils se posent beaucoup moins la question. En France, alors après Dagdag tu me corriges si je me trompe, mais l'impression que j'ai du zen en France c'est qu'on a quand même une version qui est très spécifique, très rationaliste du zen, qui est quand même assez différente de ce qu'on retrouve au sens commun au Japon. En tout cas, c'est l'impression que moi j'en ai de l'extérieur. Après, je suis pas un spécialiste du zen à nouveau. Ce n'est point ma branche. Et du coup, je vais juste continuer un petit peu dans cette même lancée pour vous parler de, justement, ça ne se fait pas dans le Jodo Shinshu, partie 2. Et ça va être l'occasion d'aborder une spécificité japonaise que je ne connaissais pas avant de lire ce manga, qui est le Rokuyo, les jours, enfin plutôt la chance associée à chaque jour et à chaque heure. C'est un truc très spécifique japonais. Voilà, Dagdag il dit le zen très athée de mon expérience. Ouais, c'est ça, c'est un peu différent de ce qu'on va retrouver. Donc, il explique, et je vais vous expliquer ce que c'est, Ren-san explique que nous, dans le Jodo Shinshu, on ne prend pas en compte le Rokuyo, puisque ça n'a rien à voir avec le Bouddha originel. Et donc, par exemple, pour demander un jour de congé, cette scène est assez classique. Donc là, Ren-san, il va voir son boss, avec marqué sadistic boss, le boss sadique, ça lui va bien. Il dit c'est pour les funérailles d'un parent éloigné, je dois prendre un jour de congé. Et lui fait trouve un meilleur prétexte, menteur. Les funérailles n'ont pas lieu le jour ici des Tomobiki, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et là il fait je fais partie de l'école Jodo Shinshu, je m'en bats les stekos. Les funérailles ont lieu même les jours de Tomobiki et de Butsumetsu. Et lui fait c'est mal de mentir. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Je ne connaissais pas cette pratique du Rokuyo, donc je l'ai découverte avec le manga, et vu que en plus dans le Jodo Shinshu de toute façon on l'applique pas, j'avais pas forcément de raison non plus de le connaître d'un point de vue bouddhiste, vu que dans le Jodo Shinshu, ça ne se fait pas dans le Jodo Shinshu partie 2. Donc qu'est-ce que c'est ? Comme indiqué précédemment déjà, l'école Jodo Shinshu ne croit pas au concept de jour faste. Un des extraits qu'on va trouver dans le fameux livre de Shinra, le Kyogyo Shinsho, dit « Prends refuge dans le Bouddha par toi-même, prends refuge dans le Dharma, prends refuge dans la Shanga. » Donc prends refuge dans le Bouddha, prends refuge dans ses enseignements, prends refuge dans la communauté des moines. Ne suis pas les autres enseignements, ne vénère ni les dieux, ni les esprits, ne tiens pas compte des jours considérés comme fastes. Donc voilà, on dit les jours fastes, nous, ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas présent de base dans le bouddhisme. Et qu'est-ce que donc ce fameux Rokuyo dont on parle ici ? Le Rokuyo, c'est une série de 6 jours calculés à partir de la date du calendrier chinois et censé prédire s'il y aura une bonne ou une mauvaise fortune au cours de la journée en question. C'est souvent utilisé pour planifier les mariages et les funérailles, bien que la plupart des gens les ignorent dans la vie ordinaire. En réalité, en fait, c'est très simple. C'est donc 6 jours, pour ça le Roku, on revient un peu sur le japonais, c'est Rokuyo, donc c'est 6 jours. Et en fait, c'est Rokuyo, ça va tout simplement tourner de 6 jours comme ça. C'est un cycle de 6 jours qui se répète dans le même ordre. Donc Sensho, Tomibiki, Senbu, Butsumetsu, Taian et Shakko. Donc quels sont ces différents jours, quelles sont leurs significations ? Donc je vais vous les lire, j'ai découvert ça en même temps que vous. Sensho, ça veut dire bonne chance avant midi, pas de chance l'après-midi. Bonne journée pour le début. En fait, une journée qui commence bien globalement, mais pas de chance l'après-midi. Donc faites attention l'après-midi, les jours de Sensho. Tomobiki, vos amis peuvent être attirés vers le bien ou le mal. Les funérailles sont donc évitées ce jour-là, parce que Tomobiki, ça veut dire le truc qui attire les amis, et donc on veut éviter que vos amis soient attirés par la mort. Donc on veut éviter de jeter vos amis dans les bras de la faucheuse. Donc normalement, les jours de Tomobiki, il n'y a pas de cérémonie funéraire, sauf dans le Jodo Shinshu, vu qu'on s'en bat les stekos. Senbu, pas de chance avant midi, bonne chance l'après-midi. Donc c'est l'opposé de Sensho en fait. Sensho, c'est du coup le matin, c'est cool, l'après-midi, ça craint. Senbu, c'est l'inverse. Le matin, ça craint, l'après-midi, c'est cool. Butsumetsu,
c'est le jour qui symbolise la mort du Bouddha, considéré comme le jour le plus malchanceux. Il vaut mieux éviter les mariages et il y a même certains sanctuaires qui vont fermer leurs bureaux. Tai'an, le jour le plus chanceux. Bonne journée pour les mariages et les événements comme les ouvertures de magasins. Shakko, l'heure du cheval, 11h, 13h, porte chance. Le reste, c'est la loose. Donc en gros, si vous devez prendre une bonne pause midi pour kiffer des trucs, c'est Shakko. Le reste de la journée va être pourri. Voilà. Et donc, comme vous le voyez en fait ici sur le calendrier, enfin là on le voit pas parce que c'est coupé, mais en fait, vraiment les jours sont notés sur les calendriers japonais et ils vont vraiment juste se répéter comme ça par ce même ordre de 6. Sencho, Tomibiki, Senbu, Butsumetsu, Taian, Shako, Sencho, Tomibiki, etc. En boucle comme ça. Donc c'est un cycle rotatif de 6 jours qui vous apporte une notion de chance. Alors, j'ai pas creusé des masses d'où ça venait. Ça m'a l'air, quand je vois ça m'a l'air très taoïste, mais je voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, voilà, les Japonais, ils portent apparemment quand même une certaine attention. Donc les Japonais sont quand même globalement assez superstitieux, avec vraiment tout ce qui est délire, chance, malchance, ça leur parle pas mal. Donc ils continuent à le respecter. Et donc voilà, j'ai appris que dans la plupart des traditions bouddhistes, on ne fait pas de cérémonie mortuaire, par exemple, d'enterrement le jour du Tomobiki ou le jour du Butsumetsu, sauf du coup dans ma propre branche. Effectivement, comme dit Ponine, dans le Senbu, c'est grasse mat vu que pas de chance avant midi, donc autant ne pas tenter le diable. Voilà. Il se passe quoi s'il y a un enterrement un jour de chance? Le mec récit, bah du coup tu vas le faire le jour de chance pour éviter que d'autres gens meurent. Surtout le Tomobiki pour éviter de faire en sorte que tes amis soient attirés par la mort. Voilà. Je sais pas, moi je sais pas. Vous savez qu'à l'époque médiévale japonaise, les nobles étaient complètement foufous avec tous ces concepts de chance. Et donc, régulièrement, il y a les devins de la cour, notamment, attribuaient des zones de chance ou pas à des directions. Et il y a vraiment des cas où ils disaient, par exemple, aujourd'hui, la direction de l'Est est malchanceuse. Donc, tu ne vas pas à l'Est. Peu importe ce que tu avais prévu de faire, tu ne te déplaces pas à l'Est. Si ta maison est à l'Est, tu restes là où tu es. Point. Ou tu vas voir quelqu'un d'autre. Donc tu ne suis pas la direction tant que ça n'a pas changé. Donc voilà, ils étaient vraiment à fond sur le côté très voilà, la chance, qu'est-ce qui est superstition, malédiction, tout ça, ça leur causait vachement. Donc voilà, et c'est resté dans le calendrier japonais avec ce rokuyo que j'ai découvert, qui est assez intéressant et assez marrant. Donc je ne sais pas aujourd'hui, je n'ai pas vérifié d'ailleurs, ça aurait été marrant de regarder sur un calendrier japonais. J'en ai peut-être en plus à la maison, j'avais jamais fait gaffe, mais ça doit être marqué dessus. Regardez justement quel jour on est aujourd'hui. Est-ce qu'on est sur un jour de chance, de malchance, de trucs qui attirent les amis vers le bien ou le mal? Voilà, je trouvais ça assez rigolo. Je voulais partager un petit peu avec vous. Oui, c'est un cottage qui dit, le truc c'est qu'après tu deviens prisonnier de superstition. Entièrement d'accord, bien sûr. C'est toujours un peu le risque. Hein. Mais là, vraiment, à l'époque où il y avait des directions maudites, t'étais littéralement prisonnier des superstitions. Si ta maison, elle était à l'ouest, et que la direction de l'ouest, ce jour-là, était maudite, ben, t'attendais comme un con sans pouvoir rentrer chez toi. Si tu voulais pas prendre le risque d'aller dans la direction maudite, on sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. Bah, justement, c'est une bonne question. Est-ce que ça rejoint un jardin qui ça rejoint pas le feng shui ou c'est complètement différent? Je pense qu'il y a un lien. Hein. C'est pour ça que je pense que c'est un peu lié à tous ces trucs chinois, un peu feng shui, taoïste, machin. Mais voilà. Oui, c'est ça, exactement. Eponine qui dit, je connais un peu les concepts de direction, heure et jour chanceux et malchanceux grâce à ma lecture du Di du Genji. Effectivement, le Di du Genji, hein, qui est du coup un roman qui se passe dans la noblesse et qui a été écrit par une femme de la noblesse japonaise qui se passe dans la noblesse japonaise, montre bien l'importance du côté superstition dans la vie en fait de cette classe de population. Où probablement les gens normaux avaient d'autres problématiques que ça, telles que par exemple ne pas mourir de faim. Voilà. Et écoutez, je vais terminer avec la dernière planche du manga que j'avais prévue pour aujourd'hui, où on va voir un petit peu Kai-san en action. L'entraînement spartiate de Kai-san. Je vous ai dit, la petite Luli, hein, elle est très très tête en l'air. Elle fait pas mal de gaffes. Elle est gentille, elle a un bon fond, mais elle est un petit peu gaffeuse. Donc lui, il se dit, je vais t'entraîner. À partir d'aujourd'hui, je vais t'entraîner à gérer la caisse. Pour info, je ne suis pas aussi laxiste que les deux autres. Et donc derrière lui, il y a Fudomyo, dont j'ai déjà parlé, je vais reparler un petit peu derrière, qui est une divinité protectrice du bouddhisme, un des rois de science, qui est une divinité courroucée. Voilà. Une divinité très importante dans le Shingon que pratique Kai-san. Elle dit, un total de 3 consommations, ça fait 1480 yens. Il fait, oui, tu t'es trompé de 100 yens. Même un écart de 1 yen est sérieux. Comme vous m'avez donné 5000 yens, voici 2000 yens en retour. Oui, c'est un billet de 10 000. T'as vraiment besoin de voir un ophtalmo, quoi.
Un Bouddha latte, ça vous fera 570 000 yens, s'il vous plaît. Il fait yes, une arnaque. Ça, c'est l'idée. Voilà, on est là pour prendre leur thune. Et donc, forcément, il se fait taper par le maître zen, bien entendu. Alors, ce qu'on a ici, on a en arrière-plan une image de Fudomyo. C'est une divinité, je disais, une divinité importante du Shingon, ce qu'on appelle du coup une divinité Kuruse. Divinité Kuruse, on va en retrouver autant dans le bouddhisme ésotérique Shingon que dans le bouddhisme ésotérique tibétain, par exemple. C'est vraiment les mêmes types de divinités. Ils représentent des aspects, donc Kuruse des Bouddhas et des Bodhisattvas, et ils vont être là pour pousser un petit peu les pratiquants ascétiques à se dépasser sur la voie. Et c'est vrai que du coup, ils sont là pour faire un petit peu peur. Voilà, c'est des gens qui sont là pour mater un petit peu là. Ça envoie du steak. Et ce panneau critique pas mal, cette page de manga va critiquer pas mal le côté mercantile dont j'ai déjà discuté, qu'on va retrouver principalement dans le Shingon, mais pas que, et qui peut parfois donner l'impression d'une arnaque avec des ventes de rituels pour apporter de la chance, vente de divers objets pour donner de la chance, divination, exorcisme, etc. Moi, c'est vrai que j'ai déjà vu pas mal de temples Shingon où vraiment vous rentrez là-dedans. Le truc, c'est une kermesse, quoi. Enfin, vous rentrez. En fait, tu sais plus trop si t'es dans un temple ou dans une boutique. T'es un peu entre les deux. Genre, t'as la statue qui est là, au milieu. Puis à gauche, t'as un mec qui te vend des omamori et des bordels. À droite, t'as un gars qui te vend des pierres et des nenjus et tout. Tu fais, mais les gars, c'est quoi? C'est une boutique ou c'est un temple, votre machin? je pars en mode Jésus avec les marchands du temple et tout. Je fais, hey, qu'est-ce que vous foutez? C'est un temple, c'est pas un lieu pour vendre des bordels. Et voilà. Et donc, c'est des trucs qu'on va retrouver pas mal dans le Shingon, mais pas que. Et voilà. Alors bien sûr, dans le Jodo Shinshu, nous aussi, on a une boutique, mais on l'a pas foutu dans le temple. C'est un bâtiment à côté, dans l'enceinte du temple, mais pas dans le temple même. Quand même. Et c'est pour vendre des livres. Pas des trucs qui portent chance. Voilà, là, je fais mon mon sectaire, là. Je fais mon sectaire. C'est pas bien. Mais voilà. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas traduit de suite du manga. Je vais continuer, j'ai encore quelques panneaux. Ce que j'avais expliqué un petit peu ce matin par rapport au manga, ou hier, je sais plus. Par rapport au manga, c'est qu'en fait, ce manga-là donc parle, vous l'avez vu, de bouddhisme, et il y a plein d'éléments intéressants relatifs au bouddhisme. Mais en fait, ne fait pas que ça. C'est un manga qui va aussi développer une histoire un petit peu de romance entre différents personnages. Et plus en fait le manga avance, et plus la dimension romantique prend le pas sur le côté éducatif sur le bouddhisme. Donc moi, mon but, c'est pas de suivre le côté romance du truc, bien sûr, parce que là, je suis là pour vous parler de bouddhisme. Donc en fait, je choisis au fur et à mesure des pages du manga où on revient plus sur le côté bouddhisme, où on va évoquer certaines notions du bouddhisme. Donc là, j'en ai mis de côté encore pas mal, mais je les ai juste pas encore traduites, parce que vous voyez, à la base, moi j'ai une version, donc j'ai la version japonaise en papier, mais j'ai trouvé les scans traduits en anglais, et ensuite je retraduis les scans anglais en français, pour ensuite apporter mes petits commentaires au fur et à mesure.